Merci à vous d'être venu écouter Emmanuel Pirer, que j'ai la joie de recevoir une deuxième fois à la librairie. La précédente fois, c'était en novembre 2012, et Emmanuel venait d'avoir le prix Médicis pour Féerie Générale. Et Emmanuel se trouvait, malgré elle, la marraine des nouveaux locaux de la librairie, puisque ça coïncidait avec le déménagement de la librairie de la rue Pascal à ici, et donc vous avez été la marraine sans le savoir des nouveaux lieux de la rue des Gras. Emmanuel vient de publier donc son dernier roman, son dernier texte, sa dernière création, romanesco, poético, politico aussi engagé, Chimère, donc aux éditions de l'Olivier. Et alors, je vois que les têtes présentes ici, je pense que vous êtes très nombreux à connaître déjà Emmanuel Pirer. Mais j'aimerais... Des traits de ressemblance. Ou de lecteurs, voilà, qui connaissent Emmanuel Pirer. Mais j'aimerais aussi imaginer que vous ne connaissiez rien d'Emmanuel Pirer. J'entends dans sa production littéraire, production artistique. Et je vais essayer juste de présenter rapidement le livre, et après on va discuter pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas. Alors évidemment, quand nous on le reçoit avant l'été en service de presse pour le lire, on dit tiens, chouette, un nouveau Emmanuel Pirer, ça va être très drôle, ça va être décalé, et ça va être irrévérencieux. Donc tout ça fait à nouveau partie du dernier texte d'Emmanuel. Et il faut accepter aussi, de mon point de vue, quand on commence à lire un de vos textes, d'accepter de tomber dans un espace poétique accidentel où il va se passer plein de choses. C'est à nouveau le cas dans celui-ci. Et j'ai fait une expérience de lecture très particulière, parce que j'ai lu le début de ce texte en étant dans le Morvan, au fin fond du Morvan, pas très loin d'un lieu qui est le début, où va se dérouler plusieurs scènes du roman. Et je me suis dit, c'est une autre expérience littéraire de lire un texte d'Emmanuel Pirer dans un lieu dans lequel vont se retrouver 12 citoyens français à réfléchir à un certain thème qui est le temps libre. Donc tout ça est une expérience de lecture. Vos textes mêlent à la fois de la poésie, du récit, de la fiction, et vous avez plein de casquettes que vous ne portez pas ce soir, mais que vous avez en vous. Vous avez aussi des activités de performance artistique, de rédaction de pièces radiophoniques. Donc tout ça vous constitue. Pour essayer de... Voilà, imaginons que vous ne connaissiez rien à Emmanuel. Et je voulais déjà qu'on puisse dire quand même que pour moi, c'est le livre qui m'a fait le plus rire de la rentrée littéraire. Après celui d'Emmanuel Pirer, il y a aussi celui de Julia Deck, qui est très très bien aux éditions de Minuit. Est-ce que vous avez ri en l'écrivant ? Alors, dans la dernière période, la dernière année. Donc, c'est pas souvent que j'écris un livre. Enfin, j'écris longtemps, mais les livres ne sortent pas souvent parce que l'écriture est très longue à se mettre en place. Et donc, au début, je ne ris pas du tout pendant longtemps. Et j'attends de pouvoir enfin rire à la fin. C'est le but, voilà, c'est la récompense. Il s'est écoulé, entre Féerie Générale et celui-ci, il s'est écoulé 7 ans. Et pendant 7 ans, qu'avez-vous fait d'autre ? J'ai fait aussi des performances pour sortir un peu de la maison. Et puis j'ai collecté des données. J'ai fait un autre petit livre quand même entre-temps. Au début, je suis partie sur une idée de belle... Enfin, j'ai eu une commande d'un FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain en Aquitaine, qui propose à des auteurs d'écrire à partir d'une œuvre qu'on choisit dans leur catalogue. Et donc j'ai choisi une œuvre, c'était une œuvre réalisée par 2 Belges, qui avaient fait une vidéo, et j'ai commencé à écrire en pensant que ce serait le début de mon livre.
J'ai commencé à écrire une fiction à partir de ces Belges. J'avais inventé qu'ils faisaient un retour à la terre en achetant un terrain dans le Bordelais. Et en pensant que ce serait le début de mon livre, et finalement, en fait, comme c'était parti dans un petit livre qui a été publié, j'ai pas réussi à le récupérer Enfin, c'était fait, quoi. J'ai pas réussi à le garder, donc j'ai perdu comme ça 1 an et demi à peu près avec ces Belges. C'est Libido des Martiens. Oui, c'est ça. Et alors, pour essayer aussi d'expliquer tous ces ressorts poétiques et d'action, de création, que ce soit la performance de la chanson, tout ça, c'est lié. Vous ne pourriez pas faire que de l'écriture, faire que de la performance ? Oui, les deux s'articulent en fait. L'écriture, elle part de beaucoup de documentation. En fait, c'est ça que j'ai fait pendant toutes ces années. C'est partout, chaque fois que je lis quelque chose qui me plaît ou que j'entends quelque chose qui m'intéresse ou qui me déplaît, je mets ça dans mon ordinateur. Je fais des rangements, des dossiers, des fichiers, etc. J'accumule tout ça et cette matière-là, je veux au bout d'un moment qu'elle fasse un roman. Et puis donc comme le temps est long, le temps de faire tout ça est un peu pénible. Pour faire des choses plus amusantes et plus légères entre temps, il y a certains fils de ces choses que j'ai rencontrées en travaillant. Je les transforme en petits films, en performances, voilà, en choses plus dynamiques où déjà je tourne les films, donc je rencontre des gens, fabrique les choses, c'est plus amusant et puis quand je le fais en performance, c'est aussi plus dans le concret, voilà. Et ça nourrit en même temps la fiction en retour. Donc dans ce livre-là, pour passer peut-être aux choses concrètes, il est question d'un homme-chien, parce que j'avais entendu, j'ai travaillé d'abord sur les OGM, et puis je suis tombée sur un genre particulier d'OGM qui était des chimères homme-animal qu'on fabriquait dans des laboratoires au Royaume-Uni, des embryons non inséminés, qu'on élimine au bout de 14 jours, et puis je me disais quand même quelqu'un dans ces labos doit bien être excité par l'idée de pouvoir mener au bout l'expérience et avoir vraiment une vraie chimère comme ça à côté de soi dans le labo, ou faire un commerce de chimères, etc. Et donc j'ai inventé le personnage qui le fait, en me disant que certainement beaucoup de scientifiques devaient être très, très excités par ça. Et donc pendant une de ces résidences que j'ai faites à 50 ans en Yvelines, pendant ce temps de création, là, eh bien j'ai fait jouer, d'abord j'ai interrogé un scientifique pour lui demander comment faire mon homme-chien, donc peu à peu j'ai eu des idées de à quoi il pouvait ressembler. Et puis je l'ai fabriqué, en fait, je l'ai fait jouer par un comédien que j'ai masqué, etc. Donc il y avait aussi sa compagne, sa maîtresse ou sa compagne, on ne sait pas trop comment l'appeler, la dame qui l'élève, quoi, puis qui peu à peu s'aperçoit que son chien est drôlement bizarre. Je l'ai fait jouer par une personne qui habitait là, qui s'appelait Brigitte. Du coup, le personnage s'est appelé Brigitte. Voilà, ça fait comme ça des allers-retours en fait entre le. Oui, tout est pour eux. Il n'y a rien de. Oui. Il n'y a pas de clivage. Ça permet de travailler, pour moi, de concrétiser le personnage. Là, ce qui se passait en vidéo était directement remis dans le livre, en fait. Et est-ce que ça serait l'inverse possible, que le livre donne lieu après à une vidéo ? C'est exactement ce qui se passe même. Au début, il y a plutôt le livre. Ensuite, il y a la vidéo. Et la vidéo, comme elle est plus concrète, en fait, elle me permet de revenir de manière plus concrète dans la fiction du livre. Alors pour situer Chimère, parce que Chimère, quand vous allez commencer le livre, d'abord vous n'allez pas le lâcher, parce qu'il y a une vraie intrigue, c'est très drôle, il y a plusieurs points de départ, qui est donc ce que vous venez de dire, une narratrice qui s'appelle Emmanuelle, qui est sollicitée par un journal Libération. Pouvez-vous nous écrire un article sur le thème de votre choix ? La narratrice regarde la mer et dit « Pourquoi pas les OGM ?» Donc là, l'enquête commence effectivement, la documentation commence à avoir lieu. Entre-temps, la Commission européenne, l'Europe, va fêter les 60 ans du traité de Rome et va faire un choix dans tous les pays européens de 12 élus représentant par le plus grand des hasards le pays en question, 12 citoyens, des conventions de citoyens, et chaque convention, on va lui donner un thème de réflexion. Et la France, on lui échoue le temps libre. Le temps libre. Et non pas les OGM. Non, ça aurait été trop simple que ce soit directement les OGM. Moi, j'y vais en pensant que je vais apprendre des choses sur les OGM.
En fait, et donc finalement, j'apprends que c'est le temps libre. Et les Français sont déçus parce que chaque pays européen, donc les 27 ou 28 pays, selon qu'on garde ou pas le Royaume-Uni parmi eux, a un thème de réflexion. Donc c'est des thèmes en général très importants comme le nucléaire, les nanotechnologies, voilà, les intelligences artificielles, etc. Et la France a temps libre. Alors c'est une sorte de vexation pour ce pays, ce grand pays que nous sommes, qui doit réfléchir sur le temps libre. Les 12 Français se disent quand même, ils auraient pu refiler ce sujet au laiton ou à je ne sais qui, aux Roumains. Et donc bon, il faut bien respecter la règle et se soumettre à ce sujet. Puis finalement, ils se disent, au moment de la catastrophe écologique, peut-être bien que le farniente, le fait de décroître et de faire moins de choses, ça pourrait être finalement le sujet du siècle. Donc ils arrivent à penser à en faire un vrai sujet de réflexion, un vrai sujet important, quoi. Et ces 12 Français donc, sont tirés au sort dans la population, et parmi ces 12, il y a un personnage extrêmement attachant du roman qui est une manouche, Wendy, qui va recevoir cet appel, comme elle serait l'élue de la Commission européenne. On lui parle de traité de Rome, et elle pense évidemment au traité des Roms. Ça, c'est une confusion qu'elle a fait quand elle était petite, en fait. Quand elle vit en caravane sur un terrain dans les Yvelines. Donc là aussi, c'est lié à cette résidence que j'avais faite dans les Yvelines. Bon. Et donc elle vit en caravane, et il y a la maîtresse qui vient dans une espèce de petite caravane sur le terrain, quoi. Donc plusieurs maîtresses qui se succèdent parce qu'elles n'ont pas toujours voulu avoir ce poste à l'Éducation nationale. Elles n'avaient pas toujours fait ce choix-là. Donc au fil des maîtresses, il y en a une avec qui elle s'attache assez, et cette maîtresse, un jour, elle veut leur parler de l'Europe, et leur parle du traité de Rome, et elle pense que, comme elle est petite, elle a 8 ans, elle pense que les Roms, en fait, c'est le peuple européen par excellence. C'est pour ça qu'on leur a fait un traité. Mais en fait, c'est une blague, mais en même temps, j'avais trouvé cette idée-là, je m'étais pas mal documentée sur l'Europe pour écrire le livre, et à la fin, peut-être d'un petit livre comme ça, tout d'un coup, j'ai trouvé cette idée que tous les peuples du voyage étaient les peuples qui étaient les plus européens de tous, puisqu'ils vivaient déjà sans frontières depuis bien longtemps, se souciant pas du tout de s'ils étaient en France, en Allemagne ou ailleurs, passant les frontières sans même s'en apercevoir parfois, voilà, et que c'était simplement des règles un peu arriérées qui les obligent à être administrativement rattachés quelque part, mais sinon ils s'en passent très bien. Et donc ça serait comme un modèle, voilà, et ça m'avait beaucoup excité, évidemment. L'idée que les peuples les plus mis de côté, ceux qu'on aime le moins, qu'on trouve sales, etc., qu'on craint, qu'on ne veut jamais chez soi, que ça puisse être un modèle pour les autres, je trouvais que c'était une bonne idée. Et parmi donc, ces 12 Français, donc, il y a Wendy, la manouche, comme vous la nommez, des caractères assez forts aussi. En fait, vous ne les énumérez pas tous. Vous dites qu'il y a 12 personnages. Oui, c'est beaucoup, 12 personnages. Vous savez, en ce moment, il y a une convention de citoyens. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à écrire, en fait, il n'y avait pas tellement de convention de citoyens, parce que j'ai commencé il y a 7 ans. Alors maintenant, tout le monde connaît, puisqu'il y en a une en ce moment qui est en train de se passer, d'être réalisée. Il y a 150 citoyens tirés au sort, je ne sais pas si vous avez entendu cette information, qui planchent sur les problèmes du climat. Ils vont faire, je crois, 18 journées. Donc ils sont vraiment tirés au sort dans toute la France. Alors c'est exactement le système que j'avais mis en place. Et moi je l'avais entendu dire par Jacques Testard, qui est le scientifique, vous savez, qui a mis au monde le premier bébé éprouvette en France, qui s'appelait Amandine, en 82. On se souvient, moi je me souviens de cette naissance-là. Et donc à un moment il s'est dit, c'est plus possible, cette science qui fabrique des chimères. Il a écrit d'ailleurs un livre de fiction, il y a un scientifique fabrique des chimères. Il se dit c'est pas possible que les gens sans arrêt subissent les inventions scientifiques, il faudrait que les citoyens puissent réfléchir à la question. Et donc il en est venu à l'idée qu'il fallait tirer au sort des citoyens. Enfin, il y a des expériences, c'est pas seulement lui, c'est dans toute l'Europe qu'on a inventé cette chose-là. Et faire réfléchir les gens et leur demander ce qu'ils pensent vraiment de différents sujets, entre autres scientifiques. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, je me disais, personne ne va comprendre de quoi je parle. C'était tellement bizarre comme sujet. Et finalement, maintenant, il y en a. Et donc, il y en a 150 en ce moment en France. Je me dis, si j'avais 150 personnages, ce serait beaucoup. Donc, Jacques Testard dit 15, et moi j'ai pris 12. Voilà, et je parle seulement je parle de 9, et il y en a 3. Voilà, il y en a 3 autres personnes. Ça fait beaucoup de parler de 12 personnages. Et dans ces personnages, il y a 2 enfants. Oui. 2 enfants, ça c'était important. Oui, dans la convention mineurs. actuelle, il y a aussi des mineurs. Ouais, alors moi, je trouvais ça marrant. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là aussi, c'est les chercheurs qui ont réfléchi à ces conventions qui disent, puisque c'est l'avenir de ces enfants, il faut qu'ils participent
à dire quel monde ils souhaitent pour leur avenir. Et, alors, donc et du coup, c'est assez drôle d'avoir deux petits, ils ont 14, 14 ados. ans. Voilà, oui, des ados. Et alors, ce brave petit monde donc, se retrouve 3 week-ends pour réfléchir à ce thème qui va leur prendre beaucoup d'énergie. Pourquoi faire quelque chose alors qu'on pourrait ne rien faire? Et comment prouver le temps libre si ce n'est en l'éprouvant? Ça va être le credo. Et est-ce que là, c'est un petit clin d'œil sur le farniente français? Ah oui, certaines personnes m'ont dit vous êtes vraiment vache avec ces Français, ou bien plutôt vous montrez vraiment comme ils sont paresseux et tout. Bon, c'était pas du tout mon idée, je trouvais ça bien. Donc ils disent, en fait, donc l'idée de la convention de citoyens, c'est que on forme les gens. C'est ce que dit Jacques Testard. On doit surtout pas c'est pas du tout un sondage d'opinion, c'est un truc beaucoup plus sérieux que ça. On se voit 3 week-ends de suite, donc c'est sur la durée en fait. Les gens se documentent sur leur sujet, on leur apporte des réponses, des informations contradictoires pour qu'ils puissent entendre différents points de vue. Eux-mêmes, ils invitent aussi des scientifiques qui choisissent eux-mêmes, donc ils ne sont pas complètement pris par des choses qu'on leur indique de faire. Et donc les miens, ils décident d'inviter personne. Alors ils ont un budget et ils prennent les 3 week-ends offerts par la Commission européenne pour se mettre dans des chaises longues et éprouver ce que ça fait quand on fait rien. Voilà. Et faire avancer comme ça le monde dans la bonne direction. Et alors, pour observer tout ce petit monde, qui serait presque une expérience de laboratoire, il y a notre Emmanuel qui pense donc aller se renseigner sur les OGM, qui tombe finalement sur le temps libre, mais qui va être autorisée à observer ce petit monde si elle fait le vœu de silence et de ne pas intervenir. Et nous avons donc la position de l'auteur narratrice qui est là et qui va devenir écrivain public un peu malgré elle, parce que Wendy, notre manouche, a une grande mission à accomplir. Elle me manipule un peu en fait. Le personnage manipule l'auteur là. Oui, c'est ça. En fait, les manouches, alors j'ai lu aussi plein de choses là-dessus, sur ce sujet, et sur ces peuples que je connaissais vraiment mal. Donc suite à cette révélation qui pouvait être le modèle, notre modèle européen. Et puis donc j'ai lu plein de choses. Il y a d'ailleurs à Clermont un universitaire qui s'appelle Patrick Williams, je ne sais pas si maintenant il est décédé ou pas d'ailleurs, mais qui a écrit des choses très très belles sur les manouches du Puy-de-Dôme. C'est vraiment, il a écrit par exemple sur les rites de mort, les rites mortuaires des manouches, donc il a beaucoup vécu avec eux, etc. C'est des choses vraiment magnifiques qu'on peut lire sur Internet, sur des articles universitaires, mais qu'on peut trouver. Et donc j'avais appris entre autres aussi par des films. Il y a un film qui s'appelle La BM du Seigneur, diverses choses, divers documentaires. J'avais appris en fait, ils étaient catholiques pendant un certain temps, et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, petit à petit, ils sont devenus pentecôtistes en fait. Et donc, parce que cette religion leur convenait mieux à diverses choses qui constituent leur mode de vie, ils sont plus indépendants avec cette religion-là. Et alors, il y a l'idée que le Christ, c'est une religion millénariste, il y a l'idée que le Christ revienne à un moment. Et donc, il faut arranger un peu le monde, en fait, pour le moment où le Christ va arriver. Il y a l'idée qu'il faudrait quand même qu'il y ait beaucoup de convertis, quoi. Donc, ils se convertissent entre manouches, mais on pourrait convertir aussi ce qu'ils appellent des gadgets, donc nous, et nous aider un peu à devenir meilleurs. Et donc, ce qui m'a beaucoup plu et amusé aussi, c'était l'idée que, moi, je connais tout ce qu'on pense, nous, des Roms, des manouches, etc. Ça nous est familier, mais quand on commence à lire en fait des choses, on se rend compte qu'ils pensent la même chose de nous. C'est-à-dire qu'on est sale, méchant, qu'on a crucifié le Christ, qu'on n'est vraiment pas fréquentable, etc. Donc elle se dit, elle prend les choses à l'envers, elle se dit, mais il faudrait que je les aide quand même, ces pauvres gens. Donc elle vend des vêtements sur un marché avec sa belle-sœur. Donc j'ai appris aussi à cette occasion que quand on va au marché, en fait, il y a beaucoup de stands qui sont tenus par des gens du voyage que je savais pas. Enfin, ils le disent pas tellement. Oui, qui ne veulent pas dire. Oui, voilà, en général, ils le disent. Donc sa belle-sœur ne veut surtout pas qu'elle dise qu'elles sont manouches, parce qu'elle dit que ça va ruiner son commerce. Et elle aimerait bien dire, elle répand vraiment la bonne humeur sur son stand. Elle aimerait bien dire que c'est les manouches, c'est grâce aux manouches qu'il y a une si bonne humeur sur ce stand, mais sa belle-sœur refuse absolument. Donc elle se dit, il faut que je passe la vitesse supérieure et que j'aide ces gens qui ont
besoin d'aide. Voilà. Et quand elle est appelée par la Commission européenne pour participer à la conférence de citoyens, elle se dit, bah voilà, ça y est, Dieu me donne une mission. Oui. Voilà. Et donc il y a un moment où elle me manipule un peu, elle me dit qu'elle ne sait pas écrire, elle me demande de rédiger pour elle des textes. Une candidature une lettre dirigée, enfin une lettre adressée à Dieu. Et moi je ne suis pas tellement pour cette... Je me dis, bon, faut que je l'aide quand même, je sais écrire, bon, je peux lui rendre ce service. Puis finalement elle me manipule un peu. Et alors surtout que vous avez, la narratrice a le vœu de silence, donc finalement ça ne peut passer que par l'écrit. Ah oui, je ne suis pas censée en tout cas intervenir dans la conférence de citoyens. Oui. Et ce qui est amusant, c'est qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte en écrivant ce passage que quand j'étais enfant, on m'appelait Manouche. Donc, tout d'un coup, je me suis dit, oh là là, je deviens l'écrivaine publique d'une Manouche. C'est très étrange. Et ce personnage de Wendy, que je trouve vraiment très attachant, apporte justement, parce qu'elle est rome, évidemment, quelque chose d'un électron libre. Ce serait presque un électron libre dans ce monde très catégorisé de l'Europe et dans cette convention de citoyens où Wendy ne va pas dormir dans les mêmes endroits que les Français, les autres citoyens, et tout cet écart, le pas de côté que vous lui faites faire, en fait, nous la rend très attachante. Mm-hmm. Est-ce que Wendy était déjà là dans l'idée du roman, ou est-ce que c'était la chimère avant tout qui a prévalu? Je ne sais plus trop comment ça s'est passé. C'est d'abord que c'est parti de la chimère. Après, je me suis dit, comme je travaillais sur ces sujets scientifiques, je me suis rendu compte que tout se décidait au niveau de l'Europe, en fait. Donc il fallait vraiment penser au niveau de l'Europe. Donc il fallait qu'il y ait une dimension européenne à un moment, et en travaillant sur l'Europe, je me suis aperçue que les Manouches étaient un peuple intéressant pour ça, voilà, et du coup j'ai créé ce personnage. Je crois que c'est venu comme ça, mais bon. Il y a toute la partie documentation en fait qui s'enchaîne comme ça, et puis après je veux vraiment que ce soit une fiction, donc je crée des personnages, le personnage de l'homme-chien pour avoir ma chimère, le personnage de ma Wendy, et c'est vrai que ce personnage de Wendy c'est une sorte d'ange en fait qui passe par là. Et c'est le seul. Elle est récalcitrante, elle veut pas se plier aux règles, elle a horreur de faire des réunions, donc elle veut pas aller aux réunions avec les autres. Elle dit la paresse, oui d'accord, évidemment, ça tout le monde le sait depuis longtemps, pas besoin de réfléchir à ça dans des réunions. Et elle a aussi elle les appelle les paysans, qu'il faut vraiment sauver les paysans. Ah oui, ça c'est drôle. Là c'est le vrai terme utilisé oui, ici. Oui. Parce que dans mes recherches, oui c'est ça, ça m'a troublé cette chose-là, donc. Je cherchais comment appeler mon personnage, alors je vais sur des blogs divers où des manouches parlent entre eux, et je regarde comment est-ce qu'ils appellent les enfants, donc pour avoir des prénoms comme ça, et donc je notais ces prénoms, puis je ne comprenais pas parce que c'était des femmes qui discutaient entre elles, et chaque fois elles disaient, par exemple, ma mère est paysanne et mon père est manouche, ou bien le contraire, mon père est paysan. Je me disais, ça fait quand même beaucoup d'agriculteurs mariés avec des manouches, je trouvais ça assez étrange. Et j'ai fini par comprendre, et puis après par vérifier que dans ce vocabulaire, en fait, le paysan, c'est nous, parce que c'est le sédentaire, en fait. Donc c'est des restes de vocabulaire des siècles passés, mais... Donc après, ça me paraissait très très drôle que dans son esprit, on soit tous des paysans. Donc il y a la paysanne de la Commission européenne qui l'appelle au téléphone. Enfin, ça crée des distorsions. Et Wendy est à peu près le seul personnage parmi ces 12 citoyens qui a un vrai rapport humain à la nature. Parce que alors, il y a cette chimère qui est conçue dans un laboratoire très technologique à Londres. Un autre personnage important, Brigitte, habite dans un appartement, dans ce bâtiment construit par Beaufil à Saint-Quentin. Non, c'est pas Saint-Quentin, c'est Saint-Quentin-Yvelines. Donc dans un univers assez froid, à mon avis un peu déshumanisé. Et Wendy est le seul personnage qui est rattaché à la nature. Il y a des très belles pages où après ce froid, de cette technologie, de ces laboratoires, où Wendy peut être au bord d'une rivière et apprécier le vent et j'ai trouvé que ça c'était très, très fort, mais c'est le seul personnage qui a ce lien avec la nature. Oui. C'est volontaire. Je sais pas si j'y ai réfléchi comme ça. Moi, je vis en ville et puis on est un peu coupé de la nature tous de plus en plus.
Peut-être que maintenant, tout va repartir dans l'autre sens, une fois que les 150 citoyens auront dit ce qu'on doit faire pour diminuer notre empreinte carbone de 11 millions de tonnes par an, par personne, à 2 millions. Peut-être qu'on va tous se retrouver dans des caravanes à écouter la pluie tomber sur nos toits. Mais l'univers, enfin votre décor, il est assez froid. Non, c'est pas volontaire en tout cas, oui. mais peut-être que c'est celui dans lequel je vis, ouais. Il y a quand même une référence à l'architecture qui est très présente. L'architecture moderne, de ville nouvelle. Oui. En fait, ce personnage de Brigitte, elle vit donc dans une ville nouvelle que, je ne sais pas si vous connaissez, 50 ans en Yvelines, ça fait partie de ces villes nouvelles qui ont été construites autour de Paris dans les années 70. Ouais, 70-80, ouais. En fait, moi, quand j'étais adolescente, sont sortis les films de Romer qui se passaient dans les villes nouvelles, et j'adorais ça, vraiment, ces trucs très froids, ça, très net, je trouvais ça super. Donc, il y a les nuits de la pleine lune à Marne-la-Vallée, La nuit de mon ami à Cergy-Pontoise. Ouais, je trouvais ça. Et puis il y avait une réflexion de Romer sur le rapport entre le centre-ville et la ville nouvelle. Il y a des discussions à n'en plus finir des personnages entre eux sur est-ce qu'il vaut mieux vivre plus proche, enfin soit au centre-ville où tout se passe, ou au contraire un peu tranquille en banlieue, etc. Et donc moi j'étais assez attachée. Et puis après j'étais assez attachée à cette idée de la ville nouvelle. Et après j'ai vécu à Cergy-Pontoise pendant 1 an. Donc me suis aussi renseignée sur cette ville où se passait la nuit de mon ami, où il y a un lac autour où on peut faire de la planche en sortant du travail, etc. Tous les argumentaires de la ville nouvelle. Ouais. Et du coup, quand j'ai fait la résidence à 50 ans en Yvelines dans un théâtre, en fait, j'ai voulu être dans une ville nouvelle, en me disant, moi aussi, je vais tourner comme Romer dans une ville nouvelle, les aventures de mon personnage. Du coup, elle habite. Alors je raconte donc cette Brigitte est fan aussi comme moi, des films de Romer, et qu'elle a choisi d'habiter ce bâtiment très moderne, qui est un bâtiment assez beau. Enfin, le bâtiment n'est pas magnifique, mais le lieu est très chouette. Et Beaufil a fait faire un lac artificiel, et le bâtiment est une avancée sur le lac en fait. Si bien que quand on est dans un appartement du bout, on voit que de l'eau de tous les côtés, c'est plutôt beau. Et donc ce rapport à l'architecture, donc on a cité Romer qui va être, à mon avis, une trame pendant tout le roman, et vous mettez même un personnage il n'est pas nommé, mais c'est le rayon vert, Fanny, qui est la fille de Ingrid, et qui joue en fait une scène du rayon vert. Tout à fait, vous l'avez vu, du rayon vert. Donc, c'est discret, mais ça n'est pas cité, mais donc Romer fait partie de votre... Pourquoi Romer? À part ce qu'on vient de dire sur les villes. Oui, alors ça, oui, c'est chouette. C'est parce que... Oui, ça m'a formé en fait ces films. Puis aussi, on est dans une ville de court-métrage ici. Enfin, j'ai vu beaucoup de court-métrages quand j'étais adolescente. Tout ce rapport au cinéma me plaisait beaucoup. D'abord, j'ai beaucoup lu, puis quand j'étais enfant, puis après, j'ai vu tous ces films. Et Romer, c'était aussi la formation intellectuelle, comme Ma nuit chez Maud, celui qui est tourné à Clermont, tous ces débats extrêmement complexes. Philosophiques, etc. Ces gens qui discutent sur un tout petit truc pendant des... J'adorais ça, moi. Et le rayon vert, c'est un film donc avec Marie Rivière où elle passe son temps à pleurer parce qu'elle ne sait pas où partir en vacances. Alors, je trouvais ça super. Je trouvais que oui, il y a de quoi pleurer quand on ne sait pas où aller en vacances, ni avec qui, etc. Non, ça me touchait beaucoup quand j'étais très jeune. Et maintenant, ça me paraît complètement incroyable que cette époque ait pu exister quand on voit, je sais pas, les ravages écologiques, les guerres, ça paraît être un monde complètement révolu. Un monde lié en fait beaucoup à la sphère privée, quoi, où tous les problèmes du monde sont repoussés dans des vagues contrées lointaines dont on s'occupe pas trop. Et ces contrées, c'est comme si elles nous étaient revenues dessus maintenant. Donc cette petite citation du rayon vert, oui. C'est ça, en fait, c'est aussi parce que donc cette jeune fille qui pleure parce qu'elle ne sait pas où partir en vacances, en fait, c'est la fille d'une des panélistes, de mes 12 citoyens panélistes. Et il se trouve que, paraît-il, quand on prend comme ça 12 personnes ou 150 personnes et qu'on les fait réfléchir à des sujets d'importance et qu'ils savent qu'ils vont être écoutés, ils deviennent, paraît-il, des espèces de saints qui ne s'occupent plus que du bien commun et pas du tout de leur petit confort privé. Ils réfléchissent vraiment, ils réfléchissent pas comme on vote parfois en disant moi mon intérêt c'est ça, donc je vais voter à droite, à gauche, etc. Ils réfléchissent vraiment
à ce qui est le mieux pour tous. Voilà, vraiment de manière générale c'est et prouvé commune. scientifiquement. Oui, voilà, c'est ce que dit Jacques Testard. Oui, ça, apparemment, ça. Ouais. Bon, D'où c'est sa peut-être phrase, il y vérifié. a environ 20 millions de saints. Voilà. Il dit, oui, un tiers des gens acceptent quand on leur propose. Voilà, donc, moi, je me dis, bon, bah, si on est 60 millions, il y a 20 millions de saints potentiels, hein, on ne sait pas, mais si on était appelé 20 millions de saints potentiels dans le pays. Et donc c'est une boulangère d'Anières, ce personnage-là, donc elle devient quelqu'un d'extraordinaire. Et sauf qu'à un moment, sa fille l'appelle en pleurs. Et là, c'est quand même le moment où elle risque de faiblir. Quand sa fille l'appelle au téléphone, elle est à Bruxelles, elle est en train de s'occuper des problèmes du monde. Là, la fille qui appelle au téléphone en pleurs, c'est quand même le moment où on risque de perdre un petit peu de sainteté. Voilà, on revient humain. Alors, pour parler aussi donc de cette chimère, enfin de chimère d'ailleurs, c'est chimère, il n'y a pas la chimère ou c'est chimère. Donc dans ce laboratoire anglais, va avoir lieu la création d'une chimère qui va réussir, mais on ne dira pas la fin du roman. Nous sommes d'accord, nous ne dirons pas la fin. Et cette chimère va être inséminée dans une chienne qui s'appelle Diane, la déesse de la fertilité, et qui va donc donner naissance à un homme-chien. Est-ce que c'était important que ce soit un homme-chien et pas une femme? Une femme-chien, Ouais. une femme-chienne. Ça m'est même pas venu à l'idée. C'était un homme-chien. Oui, moi j'y ai même pas pensé. Mais c'était bien, oui, qu'il y ait un personnage féminin qui soit la maîtresse et qui est un personnage d'homme-chien, oui. Parce qu'en fait, au début, quand elle le reçoit, il est tout petit. Parce que ce chien va être envoyé. Il est créé au Royaume-Uni par une scientifique qui s'appelle Tatiana, mais elle l'envoie à son amie qui habite 50 ans en Yvelines en fait. Et elle pense qu'elle a raté encore une fois. Ça fait des années qu'elle fait ses inséminations, puis ça rate à chaque fois, etc. Ça marche pas. C'est comme quand Dolly, la brebis clonée, je ne sais pas si vous vous souvenez, a été faite. Ils ont fait des tas et des tas d'expériences. Ça ratait tout le temps, puis un jour, ça marche. Donc là, elle pense peut-être que c'est réussi. À quelques signes, bon, mais elle n'est pas sûre, mais en fait elle a quand même obtenu un petit chien. Donc elle l'envoie chez cette amie qui a un peu de temps à consacrer à ce chien, en 50 ans en Yvelines, elle lui offre en cadeau de Noël. Et puis ce chien, au début, elle ne sait pas que c'est une chimère en fait. Brigitte, quand elle le reçoit, elle pense que c'est un petit chien, elle s'y attache, ce chien grandit, puis il est de plus en plus étrange, mais elle ne s'en rend pas trop compte, comme elle voit l'évolution et jour après jour, donc elle ne se rend pas compte on voit qu'il grandit quand même assez vite. Mais bon, elle y est attachée, elle ne se rend pas compte qu'il y a quelques problèmes. Et il y a un moment un problème de pudeur en fait. Elle trouve qu'il la regarde drôlement, bizarrement quand elle prend sa douche, parce qu'il a sa panière dans la salle de bain. Et c'est à ce moment-là voilà, que ça devient un peu plus ambigu. Et alors cette chimère s'appelle Alistair, et Alistair se fait aussi sa culture cinématographique, parce qu'il adore les animés japonais. Pourquoi les animés japonais? Ça, je ne sais plus pourquoi. Il regarde des films comme un enfant, quoi. Au début, il est petit, donc il a le droit de s'occuper il a le droit de toucher à l'ordinateur, comme on fait avec les petits. On dit tu regardes ça, mais pas ça. Et donc il doit choisir ses programmes. Elle essaie de bien l'éduquer. Elle lui applique des méthodes d'éducation un peu Montessori. Elle essaie de lui faire prendre des responsabilités petit à petit. Donc lui se tourne vers les dessins animés japonais. C'est ça, comme beaucoup d'enfants. Hein. Et alors ces animés japonais sont assez violents. On pourrait dire, une partie. Parfois, oui. Parfois. Pas tous, mais... et ça va être aussi un autre fil dans votre roman, ce rapport au cinéma. Bon, on a convoqué Rohmer, mais il y a ces animés japonais, les enfants de la narratrice qui, eux aussi, regardent des films que les adultes vont cataloguer comme des films d'horreur. Et à la fin du roman, il y aura un film d'horreur. Donc le cinéma est comme ça sous-jacent dans tout le roman. Et honnêtement, je ne me souviens pas si dans Féerie Générale, il y avait cette présence aussi importante du cinéma. Oui. D'accord. Je ne saurais plus citer tout de suite quels étaient. Mais oui, il y a plein de films dans Féerie Générale aussi. Et alors dans le roman, on retrouve des personnages de Féerie Générale. Dans Chimère, on retrouve notre Batoul. Francesca qui apparaît un petit peu aussi comme ça au détour d'une page. Pourquoi reprendre Batoul?
qui est une psychanalyste. Oui, alors Batoul, voilée. c'était aussi on a parlé de Wendy, le personnage de Manouche, qui est une sorte de petit ange et de chimère, et le personnage qui ressemblait un peu dans Féerie Générale, c'était Batoul, en fait. C'était une jeune fille voilée, désirant se voiler contre la vie de ses parents, une adolescente en fait, et avec des idées sur les choses et tout, enfin assez indépendante d'esprit, assez récalcitrante, que je ne comprends pas en fait. C'est un peu la même chose avec Wendy. C'est un personnage que je regarde de l'extérieur, j'essaie de sympathiser un peu, mais c'est pas si facile parce qu'on se comprend pas très très bien. Et le fait, alors je sais pas, j'ai trouvé ça drôle de faire comme si c'était une série. Moi j'aime bien regarder des séries, donc reprendre un personnage dans l'épisode suivant. Et puis en fait, j'ai trouvé une bonne raison l'autre jour, je sais plus ce que c'est, mais je me suis dit, ah oui, c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Ça donne, en fait, là j'explique que comme je mets longtemps à écrire, elle a vieilli. Donc elle est devenue psychanalyste, elle a eu le temps, voilà, en 7 ans, elle était ado, donc elle a eu le temps de faire ses études, etc., d'avoir un travail. Et voilà, je sais plus quelle était la raison encore meilleure. Et elle éprouve elle-même le temps libre, parce que oui, elle écoute beaucoup de continue musique. d'être récalcitrante. Oui, au lieu de faire des consultations, elle écoute beaucoup de musique. On pourrait peut-être faire lire, si vous voulez bien, un passage, je ne me souviens plus quelle page vous aviez choisi. C'est le début, oui. Pour vous faire entendre le rythme aussi de l'écriture d'Emmanuel Pierrer. Donc c'est le moment où j'ai fait mon article, donc j'ai cet article à faire pour Libération. Ça c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, c'est sur les OGM, je le fais, etc. Et puis à un moment j'apprends que les chimères existent dans des laboratoires à Newcastle. Et donc je prends rendez-vous avec une biologiste et je décide d'aller voir. Mais avant de partir, j'ai un scrupule. Ça s'appelle la lecture chez l'enfant. Au dernier moment, un scrupule a failli me faire renoncer au voyage. Les enfants lisaient beaucoup, conformément aux recommandations de l'UNESCO et du ministre des Écoles. Mais il ne fallait pas y regarder de trop près. Car si on affinait un peu et prenait la peine de vérifier ce qu'ils lisaient, et c'est précisément ce que j'avais eu le tort de faire juste avant de courir prendre mon train pour Newcastle, on voyait sur les couvertures de leurs ouvrages du feu, du noir, du sang, des cendres. Comme je l'avais craint, mes adorables lecteurs avaient en main, du plus petit au plus grand, des livres d'horreur. C'était d'ailleurs leur habitude. Ils possédaient un arsenal sans cesse renouvelé de ces ouvrages dont je me demandais d'où ils sortaient, et le soir, il n'était pas rare que les aînés terminent la journée en se projetant en grand sur le mur du salon un film dont le titre épouvantable me glaçait les os. Martyr, Tokyo Gore Police, Canine ou Taxidermie, quand ce n'était pas Suicide Club ou Goodnight Mommy. Souvent, j'avais entrepris de les dissuader de l'horreur en les aiguillant vers des genres pacifiés. Pourquoi ne pas préférer, leur disais-je, certains bons polars, même particulièrement durs, où la police arrive à la fin, fait son travail, arrête les forces du mal et remet le monde en état de marche. J'aurais aimé les préserver des marécages de l'irrationnel, dont je me tiens moi-même soigneusement à distance, grâce à un arsenal de précautions. J'étais ennuyée de laisser les enfants seuls avec leurs livres d'horreur, tandis que je traverserais la Manche. Mais eux m'ont assuré avec leur sourire désarmant qu'ils tenaient à leurs livres et à leurs films. Regroupés dans le couloir, alors que je faisais mine de poser mon manteau pour rester auprès d'eux, ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. L'horreur, c'est génial, ont-ils dit. Aussi, je les ai serrés contre moi, ils m'ont embrassé en jurant qu'ils n'étaient pas traumatisés. J'ai senti sur ma joue la douceur de leurs cheveux et je suis partie pour Newcastle. La douceur à la fin du paragraphe. Voilà. Vous avez peut-être des enfants comme ça qui lisent des livres d'horreur et qui vous assurent toujours qu'ils ne sont pas traumatisés. T'inquiète. C'est des livres d'horreur, je ne sais pas si vous connaissez cette collection qui s'appelle Chair de poule, c'est même des livres pour les enfants. Quand ma fille me disait ce qu'il y avait dans ces livres, je lui disais mais pourquoi est-ce que tu lis ça? Mais c'est affreux. Je ne sais pas si vous en vendez, mais non, vous ne vendez pas ça. Hein. Non. On en vend d'autres, mais pas ceux-là. Ça n'existe peut-être plus d'ailleurs. Si, ça existe encore. Dans la construction du roman, il y a donc vous faites des séquences. Je me suis posé la question, est-ce que vous l'avez écrit, parce que donc vous menez de front plusieurs personnages, plusieurs lieux, plusieurs temps dans la narration. Est-ce que vous l'avez écrit séquencé, ou c'est-à-dire que vous avez fait d'un côté tout ce qui avait attrait à Wendy,
et que vous avez ensuite construit votre roman en intercalant, ou est-ce que vous l'avez écrit comme nous le lisons en fait? J'ai fait beaucoup de versions, j'ai fait beaucoup de plans. Pour la première fois, c'est la première fois que je fais vraiment un roman en fait, une intrigue qui se suit du début à la fin. Et donc je m'y suis attachée dès le début à faire des plannings, des schémas de chronologie, des frises, etc. Et donc je crois qu'à un moment quand même j'avais le personnage de Brigitte avec sa chimère, j'avais fait un calendrier pour ça, comment grandit la chimère en quelques mois, etc. Pour que ça soit à peu près cohérent avec la croissance d'un chien. Et puis par ailleurs j'avais la conférence de citoyens, j'ai dû faire ces deux fils-là, et après je les ai mélangés, c'est bien soit on me voit moi avec les enfants, alternativement, en fait, un peu comme on fait dans les séries d'ailleurs. Je sais pas, dans plein de séries, il y a ce procédé-là où on suit plusieurs intrigues à la fois, en fait. Parfois elles se recoupent, mais on suit un personnage après un autre, par petits fragments. Et les titres je sais pas comment vous voulez appeler ces titres, en fait, de séquences. Des intertitres. Des intertitres, oui. Ils viennent tout de suite ou vous les insérez après? Petit à petit. C'est une cuisine un peu compliquée. Les choses viennent. C'est beaucoup d'allers-retours. Parce que le comique, il est là aussi, en fait, dans tous ces intertitres. Oui. Oui, chaque titre en fait attrape de manière assez dynamique quelques pages, je sais pas, 3-4 pages. Et quand j'ai essayé de les lire, d'en faire la liste. Oui, en faire une liste. Alors ça donne un texte qui n'aurait pas vraiment un sens, mais il y a vraiment un ressort comique qui apparaît dans ces titres. Mm-hmm. Et ce qui était aussi dans Féerie Générale. Mm. Donc ça fait partie, c'est une marque de fabrique. Oui. En fait, c'est que je pars d'un matériau qui est celui du monde contemporain, j'écris vraiment sur notre monde. D'ailleurs, du coup, on m'a classé plusieurs fois en science-fiction avec ce livre. Comme j'écris sur le réel, en fait, on me dit que c'est de la science-fiction. Voilà, c'est curieux. Donc, je prends des choses vraiment qui sont très, très... Bon, c'est vrai que l'homme-chien... très contemporaine, mais l'homme-chien n'existait pas encore. Mais cet été, justement, j'ai eu plusieurs messages de gens qui me disaient, puisque je savais que j'avais écrit sur une chimère, que depuis cet été, en fait, il est autorisé de fabriquer au Japon, de faire naître les chimères. Donc, c'était de la science-fiction quand j'ai commencé, et ça n'en est déjà plus maintenant, en fait. Et donc je prends tous ces éléments qui sont des éléments pas forcément dont certains me plaisent et m'amusent ou m'attendrissent, etc. Mais beaucoup me déplaisent quand même. Et j'essaie de voir ce que je peux faire avec. Donc il y a pendant plusieurs années, ça donne des choses qui me plaisent pas du tout, que je trouve très lourdes à porter. Et petit à petit, tout le travail consiste à aller à force de jongler avec, je sais pas, de les cuisiner, de les mixer, à en faire quelque chose de dynamique et d'amusant. Et donc ces titres, c'est une des méthodes pour... il y en a plein d'autres, mais c'est une des méthodes pour attraper tout un morceau avec quelque chose d'assez dynamique. Ouais. Voilà, donner une dynamique. Est-ce que vous l'avez envoyé au Parlement européen, en service de presse? Non, j'ai visité le Parlement. Il y a un passage au Parlement, je suis allée visiter le Parlement, je n'ai pas envoyé. Oui, il y a pas mal d'endroits où je pourrais l'envoyer. Alors je l'ai envoyé à Jacques Testard, c'est ça le plus drôle. Mais il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs sujets qui sont en rapport. Justement, j'ai prévenu aussi une journaliste là, de Mediapart en lui disant parce qu'elle a fait une interview sur la Convention de citoyens juste avant que ça commence. Alors je lui ai indiqué que le livre en traitait. Et Jacques Testard ne savait pas qu'il était un personnage du livre. Alors je me disais, oh là là, c'est quand même un peu violent de découvrir qu'on est manipulé par quelqu'un comme personnage, c'est pas forcément très agréable. Et puis je sais pas, j'arrivais pas à lui dire. Dans le précédent livre, il y avait Christine Angot et je lui ai jamais dit. Alors je pense qu'elle l'a su, mais j'arrivais pas à me confronter à elle en lui disant, vous savez, vous êtes là. Bon, donc on avait fait ça discrètement. Et donc Jacques Testard, il est mieux traité que Christine Angot, puis je pense qu'il est moins agressif aussi. Donc, j'ai osé lui parler. Il n'est pas mis en difficulté en tout cas. Non, voilà, oui, c'est lui qui m'apprend des choses. Puis en plus j'avais regardé des vidéos où il expliquait ces mêmes choses, donc c'est assez fidèle, je pense, à ce qu'il aurait pu dire. Mais je raconte que je l'ai rencontré alors que c'est pas vrai du tout. Certaines personnes sont déçues par le fait que je l'ai pas vraiment rencontré d'ailleurs.
Et alors, comme on commençait à parler de lui dans des articles sur le livre, je me dis quand même, il va l'apprendre par ailleurs, et c'est pas bon. Donc je lui envoie, je lui explique, je lui envoie un mail, je lui envoie le livre, et il l'a lu. Il m'a dit, bon, très bien tout ça, mais quand même, en tant que militant, j'aurais bien aimé qu'à la fin de votre livre, on ait un nouveau dialogue, puisqu'on a un dialogue au début où il m'explique ce que c'est qu'une conférence de citoyens. Il me dit, on aurait pu en faire une autre rencontre de nous deux à la fin, où on aurait dit qu'elle est très mal organisée par l'Europe et que c'est pour ça que ça marche pas. Parce qu'il y a un moment où c'est mal fait, et comme c'est une promesse non tenue, ça provoque de la violence. En particulier, le groupe des Français commence à se sentir très très nerveux. Et c'est ce qui risque de se passer si le gouvernement n'écoute pas nos 150 personnes, elle risque de partir un peu en vrille. Il faut que ce soit donc bien fait, et entre autres qu'on écoute ce que disent les gens et qu'on suive leurs recommandations, bien sûr. Donc il m'a dit à la fin du livre, on aurait dû reparler et dire que c'était mal fait et que c'est pour ça que ça ne va pas. Alors, évidemment, ça m'aurait pas tellement tenté de mettre ce nouveau dialogue à la fin de mon livre, ça aurait peut-être un peu plombé la fin, Ouais. Voilà, ça aurait été un peu lénifiant. Mais je lui ai dit, dans ce cas-là, on n'a qu'à faire en vrai ce dialogue. Donc, du coup, il a dit d'accord. Et on va le faire le 1er mars, à Beaubourg. D'accord, face à On a face. fixé la date pour comparer la version livre et la version... Et lui, en tant que militant, il pourra dire ce qu'il pense des conventions de citoyens. Et il pourra dire que c'est mal fait dans mon livre, s'il le souhaite. Et alors justement, les Français donc, effectivement, vont se rebeller. Enfin, ils ont profité du temps libre, ils l'ont éprouvé, ils sont allés au spa, ils ont usé les chaises longues, ils ont même fait venir un Mexicain. Car qui représente mieux le farniente? C'est un Mexicain sous un chapeau. Donc il y a notre Mexicain. Et puis, je pense que c'est Batoul qui met quand même un peu son grain de sel, et les Français vont monter au créneau et ils vont faire un geste poétique, créatif très fort. Ils vont faire un film. Et pas n'importe quel film. Ils vont faire raconter ça là. On ne le raconte pas. Bon, alors vous ne saurez pas ce que les Français font comme film. Ouais, à un moment, oui. Mais voilà, il y a à nouveau le cinéma. C'est suite à la violence. Oui. Ils repartent dans l'idée des OGM. Ils se disent qu'il faut quand même qu'on nous écoute à un moment sur un sujet. Parce qu'en fait, ils ont été assez mal reçus avec leur exposé sur le farniente par la Commission européenne, qui ne les a pas vraiment pris au sérieux. D'autant que comme ils n'ont rien fait du tout. C'est un peu comme quand on n'a pas fait sa dissertation et qu'on doit quand même faire son exposé, ou qu'on n'a pas préparé, qu'on doit quand même faire l'exposé devant la classe. Là, ils n'ont rien préparé, donc ils sont pas très pros dans leur présentation. Du coup, ça se passe pas très bien, leur réception devant la Commission européenne. Et donc ils sont déçus et ils décident de faire une action forte, et ils reviennent au sujet des OGM dont ils avaient déjà parlé auparavant, en décidant de faire une action pour aller parler aux parlementaires européens. Et ils se disent, les parlementaires, ils n'ont pas le temps d'écouter, il faut leur faire un petit film. C'est avec un film qu'on aura le mieux leur attention, donc ils vont tourner un film. Je passe le détail, c'est violent. Mais donc ça serait la seule réponse possible, ça serait ça, l'image. Plutôt qu'un compte-rendu. C'est ce qu'ils décident de faire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai fait un livre, je me suis quand même foulée. Avec Jacques Testard, est-ce que ça sera un film ça sera un direct, ça ne sera pas monté, il n'y aura pas une fiction? Je me dis qu'en tout cas, ça serait bien de filmer la discussion. Non, ça serait quand même bien que ça puisse passer par la discussion, tout ça. Plus que ce que font les Français. C'est-à-dire que j'ai aussi suivi des débats qui se passaient au Parlement européen, et je me suis rendu compte à quel point la parole était cadenassée. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais je suis allée voir sur Internet, on peut suivre les... Alors, il y a très peu de temps, il y a 1 minute et demie pour faire un discours, tout est écrit à l'avance, etc. Les gens se succèdent. Je me suis dit, il n'y a jamais de débat. Ça m'a paru très cadenassé. Donc j'ai eu l'impression que c'était quand même difficile de faire avancer des dossiers avec une parole aussi figée, quoi. Et là, la seule qui a une parole qui n'est pas figée, on revient à Wendy. Et j'ai envie de dire, et Dieu dans tout ça. Parce que Dieu est très présent aussi. Là, en tout cas, le spirituel est présent entre les 20 millions de saints potentiels, la narratrice qui fait vœu de silence, qui va observer tout ça, Wendy qui reçoit un coup de fil de Marie, qui l'appelle la Commission européenne. Ça, c'est aussi un autre fil dans le roman. Je ne sais pas trop quoi en dire.
Moi, j'ai pas un rapport très fort avec Dieu, mais je sais pas. Oui, la spiritualité est souvent là dans tous mes livres. En fait. Je sais pas exactement ce que ça représente. Je la fais porter par d'autres plutôt que par moi-même. Oui, et il est dit que dans le roman que la narratrice, au contraire, est très rationnelle. Mm-hmm. Et il faut surtout pas que ça dérape. C'est une spiritualité plutôt laïque, en tout, enfin pas pour moi, mais pour Wendy, elle prend la forme de son rapport à Dieu. En fait, oui, je suis quand même beaucoup tracassée de manière générale par le rapport entre le rationnel et l'irrationnel. Je crois que j'ai pas seulement dans ma génération, mais dans l'époque qu'on a vécue, mais je crois que ça change maintenant. Le rapport au rationnel était quand même très important. Depuis les Lumières, on peut dire que la rationalité a été mise en avant dans les avancées de la science qui étaient présentées comme des progrès, etc. Et donc je suis toujours très tracassée par l'irrationnel. Je suis absolument contre, a priori. Je fais une performance où j'explique que je suis très philosophie des Lumières avec moi, c'est système métrique dès le matin. J'explique que comme je suis auvergnate, je suis particulièrement rationnelle. Avec moi, c'est rationnel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parfois l'irrationnel joue un rôle dans la culture auvergnate. Donc il y a tout ça mène un combat à l'intérieur de moi-même, et je me suis toujours aperçue qu'en suivant le créneau rationnel, en fait, on arrivait souvent à des choses complètement irrationnelles. Ça, je me l'explique très mal. Et en particulier avec les innovations scientifiques qu'on a considérées longtemps comme rationnelles, en ce moment on voit quand même qu'il y a quelques petits problèmes, ça part un peu dans tous les sens. Quand on fabrique des chimères par exemple, on peut se demander si on est vraiment arrivé à une réussite rationnelle de la science. Est-ce que les scientifiques sont rationnels ? Ça pose quand même un problème. Et Jacques Testard justement a écrit, en fait il me l'a dit et je ne le savais pas, un roman où il met en scène, ça s'appelle Simon l'embaumeur, ou La solitude du magicien. Il a écrit dans les années 80, alors à la fin des années 80, alors qu'Amandine c'est début des années 80, et quand il a écrit ce roman, en fait c'est donc son Simon l'embaumeur, c'est un scientifique qui doute beaucoup de la science, et donc il a des propos assez durs pour qualifier l'esprit scientifique. Et il fait lui-même des chimères, en fait son personnage, en fait il y a des proximités même avec ma chimère, c'est assez étrange. Donc c'est sur tout ça concerne mon doute sur la possibilité d'être rationnel, en fait. C'est quand même assez troublant, je trouve. Je n'ai pas beaucoup d'explications sur ce sujet. Mais il y a eu les livres de Bruno Latour aussi récemment, où il a traité de ça, en fait, quelle est la part de rationalité dans la science, par exemple. Continuez en tout cas à être rationnel dans l'irrationnel, parce que ça nous donne de très beaux textes. Si vous avez des questions à poser à Emmanuel Pirer, c'est le moment. Il n'y a pas de chimère dans la librairie. Enfin, pas connu, mais on ne sait pas. Il n'y a point de questions. Et du coup, est-ce que dans tous ces ficelles qui ont été tirées par rapport aux OGM, enfin tous les endroits où tu t'es documenté, est-ce que du coup maintenant il y a une autre piste pour une autre écriture? Est-ce que justement il y a quelque chose qui est en train de couver et qui... Pas franchement. Je recommence ma méthode habituelle, qui est certainement pas une très bonne méthode, parce que ça prend beaucoup de temps, mais de découper ici et là des choses qui m'attirent. Oui. Donc pour l'instant, dans le petit panier, divers problèmes techniques, comme souvent. Il y a deux jeunes filles qui m'ont fait beaucoup rire, c'est Anne-Sophie et Eva, qui ont créé la première mosquée mixte, dont elles sont les deux imams, deux jeunes femmes qui ont ouvert leur mosquée à Paris. Donc elles m'amusent. Enfin, c'est aussi comme ça des personnages un peu étranges qui posent le débat complètement ailleurs de là où il est d'habitude, en fait. Mm-hmm. Voilà, des petites choses comme ça pour l'instant, mais des inventions scientifiques qui déraillent.
même des objets techniques qu'on peut avoir chez soi, avec qui ça ne se passe pas forcément très bien. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, de vraies voies qui se dégagent. Il y a plein de petits dossiers qui s'ouvrent. Oui, c'est ça. Pas d'autres questions? Eh bien, on va arrêter là si vous voulez. Et si vous voulez échanger avec Emmanuel, si vous voulez lui faire signer un livre, j'imagine qu'Emmanuel sera d'accord. Oui. Je vous remercie d'être venu à la librairie pour écouter Emmanuel Pierrer, Chimère, donc qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Merci Emmanuel. Lecture. Et vraiment, enfin voilà, si vous voulez vraiment rire, parce que c'est une question qu'on nous pose quand même très souvent en librairie, est-ce que vous avez un livre qui soit pas trop triste et pas trop noir? Alors oui, il y a des scènes d'horreur, mais c'est extrêmement drôle. Merci beaucoup Emmanuel. Merci.